Bonjour à tous, bienvenue au Hub des territoires. Je suis Marie Aristide, chargée de mission au Hub. Et avec toute l'équipe du Hub, nous sommes ravis de vous accueillir pour cette première matinale Europe et territoires qui traitera des financements européens dans les territoires. Nous saisissons en effet l'opportunité de cette période de présidence française du Conseil de l'Union européenne pour célébrer cette Europe qui nous est chère et organiser avec la mission opérationnelle transfrontalière les matinales Europe et territoires. Avant de commencer, quelques mots sur le Hub. C'est un dispositif et un lieu qui incarne la stratégie écosystème de la Banque des territoires. Il réunit des acteurs variés, aussi bien publics que privés, pour faire avancer la cause des territoires et leur transformation. Inspirer, concrétiser et rassembler au travers d'événements, d'ateliers, de rencontres, de partage d'expériences, voici le cœur de notre activité et de notre raison d'être. Ne manquez pas de suivre notre agenda en ligne et de vous abonner à notre newsletter, les liens sont dans le chat. Je laisse maintenant la parole à Pascal Pouzet, chargé de partenariat à la Banque des territoires. Merci Marie pour cette présentation qui est le Hub des territoires. Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite donc la bienvenue au Hub. Donc, comme vous l'a présenté Marie, nous avons souhaité saisir l'opportunité de la présidence française de l'Union européenne pour vous proposer donc un événement sur l'Europe que nous avons intitulé les matinales Europe et territoires et qui vont se décliner en deux séquences, celle de ce matin et la prochaine, donc vendredi 8 avril, à la même heure, au même endroit. Alors, nous nous sommes appuyés sur l'aide de la mission opérationnelle transfrontalière, la MOT, pour nous aider à concevoir cet événement. Et l'association La Motte, je parle sous le contrôle de La Motte ici présente, donc a pour objectif de faciliter la réalisation des projets transfrontaliers en apportant leur expertise auprès des porteurs de projets, mais aussi de faciliter la mise en réseau et l'aide à la définition de stratégies en matière de coopération transfrontalière, et ce, dans un contexte de mise en œuvre des politiques européennes. Il nous a donc semblé que la MOT était un acteur pertinent pour nous accompagner dans la réflexion justement des sujets européens et transfrontaliers. Et pour finir, avec la MOT, c'est un partenaire historique de la Banque des territoires, puisque nous la soutenons depuis 1997, date de sa création. Alors, la matinale de ce matin, de ce jour, va être consacrée au sujet des financements européens. Nous avons pu observer, ou nous observons toujours d'ailleurs, une difficulté pour les porteurs de projets à mobiliser les financements européens, soit parce qu'ils ne les connaissent pas, soit parce qu'il peut paraître compliqué de les mobiliser. En effet, il est nécessaire de transmettre un dossier de demande de financement précis qui répond à des critères d'éligibilité stricts, la nécessité de faire remonter un reporting rigoureux, j'en passe. Tous ces facteurs peuvent démobiliser les porteurs de projets à solliciter les demandes de financement européen. La séquence de ce matin vise donc à vous apporter, à vous éclairer sur le sujet. Et pour ce, la table ronde va se décliner en deux temps. Un premier temps qui va vous présenter un panorama des différents types de financement européens, ainsi que les points de vigilance à observer pour les mobiliser. Cette séquence sera assurée par Thomas Pomera, expert affaires européennes et internationales au sein de la direction du réseau de la Banque des territoires. Et le second temps sera assuré par Christophe Moreux, directeur du pôle territoire et cohésion à l'Association française du Conseil des communes et régions d'Europe, qui va donc vous présenter comment ces financements européens se déclinent dans les territoires. Je rappelle que cette séquence est aussi un lieu d'échange. Donc vous pouvez à tout moment intervenir sur le chat pour réagir, apporter un témoignage, demander des explications, clarifier des points, poser des questions, etc.
Cette séquence, à l'issue donc de la table ronde, sera animée par la MOT, donc par Raffaele Vieggi et Jean Perroni, donc tous les deux de la MOT. Donc sans tarder, nous allons commencer. Je vais passer la parole à Thomas, qui va donc vous présenter les différents types de financement européens. Merci, effectivement, ça paraît mieux. Je disais bonjour, l'actualité est lourde, la météo n'est pas terrible. On va aborder un sujet européen sous un angle positif. Comment identifier et obtenir des financements quand on a un projet? C'est là toute la difficulté. Pour que la rencontre financement-projet puisse se faire dans de bonnes conditions, il faut des outils simples et concrets. Il vaut mieux connaître les termes. On parle d'incitativité, j'y reviendrai. On parle de scalabilité, sauf si vous insistez, je ne tiens pas tellement à y revenir. Il faut respecter des principes, il faut connaître des acronymes et avoir à l'esprit un certain nombre de points de vigilance. C'est le but de cette présentation. Clairement, de bons projets, de très bons projets, peuvent échouer, malheureusement, parce qu'ils ne respectent pas un certain formalisme. Je vous rassure, les mauvais projets, même très bien présentés, ne passent pas les barrières. Donc ça, c'est tout à fait clair. Le but de la présentation est de montrer que ces fonds sont conçus pour les porteurs de projets. Alors, on peut gloser pendant des années sur le fait que nous sommes contributeurs nets. C'est vrai qu'on donne beaucoup et qu'on reçoit peut-être moins que d'autres États, que c'est difficile, c'est technique, c'est technocratique. On va aborder le point, hein, très clairement. Mais, pour autant, ces fonds sont à disposition des porteurs de projets. Les services qui s'occupent de la gestion de ces fonds, que ce soit en région, à la Commission européenne ou dans les agences, sont là pour consommer. Donc, si les porteurs de projets ont ne serait-ce que l'idée de s'adresser aux services instructeurs et de pouvoir faire la moitié du chemin, nous sommes là, et en première ligne, les directions régionales de la Caisse des dépôts, pour les accompagner sur ce chemin. Alors, je vous rassure, l'idée n'est pas ici de développer la façon dont la Commission a conçu ces fonds, la façon dont elle les gère. C'est très compliqué, c'est une plomberie infernale. Il y a des tuyaux partout, il y a des vérifications. Ce n'est pas notre job et ce n'est pas l'intérêt. Le porteur de projet, son intérêt n'est pas tellement de connaître ni de maîtriser le monde des financements européens. Il lui suffit de savoir que ça existe et de savoir comment les solliciter. Alors juste un point rapide sur les financements européens. Je voudrais évacuer un petit point et puis parlons directement de la réputation du financement européen. Aux yeux des citoyens, le financement européen, c'est compliqué, c'est pas simple. On peut même dire c'est carrément obscur, c'est très clair. Avec la monnaie unique, c'est pourtant une des traces tout à fait concrètes de l'action de l'Union européenne sur les territoires, et particulièrement dans les collectivités. Pourtant, on a tous entendu des anecdotes parfois croustillantes qui témoignent du caractère hyper technocratique de la Commission ou des services instructeurs. J'ai eu l'exemple récemment de la part d'un élu, que j'apprécie beaucoup d'ailleurs, de la Commission qui aurait refusé de financer une association qui s'occupe de SDF au motif que l'association n'était pas en mesure de donner l'adresse des SDF. Bon, c'est amusant. Je ne sais pas si c'est vrai, ça m'étonne un petit peu comme question, mais si ce n'est pas vrai, au moins c'est bien trouvé. Et de toute façon, notre travail à nous, c'est dans les situations dans lesquelles la Commission pose ce type de questions, d'aller lui expliquer la réalité du terrain et d'opérer le déblocage de la situation. Donc ces fonds sont à disposition des porteurs. Les services gestionnaires cherchent à les consommer et ils aident et ils tiennent la main même dans la constitution des dossiers. Ils posent des questions, on arrive ensemble à un projet. C'est un projet mené avec les services instructeurs, ce n'est pas seulement une demande de guichet. Et si je m'intéresse maintenant aux collectivités, elles connaissent déjà le cadre européen. On vit dans un environnement juridique qui est à 80% inspiré de normes européennes. On connaît la commande publique et ses subtilités, les normes environnementales,
la question délicate des aides d'État. Alors, puisqu'on a déjà les contraintes de l'Europe, pourquoi ne pas aller rechercher les avantages? Les fonds européens, ce sont des subventions, des prêts, de l'investissement. Jusqu'ici, c'est relativement simple. Pour ce qui concerne les modalités pour aller en bénéficier, c'est là que ça se complique un tout petit peu. Lorsqu'on s'intéresse au formulaire et aux étapes d'une demande de financement, on a quand même parfois l'impression de chercher à arrêter la mer avec les mains. C'est le cas même pour les porteurs de projets qui sont pourtant rompus à l'exercice de présenter leurs projets à des bailleurs de fonds. C'est le cas aussi pour les élus, dont ce n'est pas le quotidien. En fonction de la taille de la collectivité, c'est quelquefois tout à fait exceptionnel qu'ils s'intéressent à un projet qui va chercher des fonds européens. On doit donc les aider. Et même les bénéficiaires qui ont déjà bénéficié, les porteurs de projets qui ont bénéficié déjà de financements européens, ils sont tous très contents de ce qu'ils ont eu. Bien évidemment, parfois, la contribution est conséquente, on va le voir. Mais en général, ils sont polytraumatisés sur la lourdeur administrative. Pourquoi? Parce qu'en fonction des fonds, on va voir, il y a deux grandes familles de fonds. Les programmes directs gérés par la Commission affichent un taux de succès des demandes de 5%. C'est hyper compétitif. Il faut être prêt. C'est un véritable projet au sein du projet. 5% de succès seulement sur des programmes de type LIFE pour l'environnement ou Horizon Europe pour la recherche. Alors je vous propose de commencer rapidement avec un petit survol des fonds et ces deux familles distinctes. Il existe les programmes directs qui sont gérés par la Commission ou par ses agences. Donc ce sont les fonds dont je viens de parler, par exemple, Horizon Europe pour la recherche, LIFE pour l'environnement. Je vous fais grâce de toute la liste, il y en a plus de 50. Ce sont des programmes relativement lourds qui nécessitent une expérience de dépôt de dossier. C'est très rare d'avoir un succès si on ne connaît pas dès la première demande. Et la CDC, d'ailleurs, est elle-même impliquée dans certains de ces programmes en tant que tels, comme ce qu'on appelle Implementing Partner, partenaire national de mise en œuvre. Et ça va être le cas pour InvestEU, aux côtés de la Banque européenne d'investissement. Donc ces fonds sont gérés par la Commission, ses agences, ils sont régis par des règlements européens. On est ici en Ligue 1, c'est vraiment un domaine hyper professionnel, très compétitif. Ça se passe par appel à projet, il y en a parfois sur des échelles, petite échelle, grande échelle. Ce sont des projets multipartenaires avec des acteurs étrangers qui, pour la plupart, sont expérimentés, comme je l'ai dit, dans la captation de ces fonds. Alors, maintenant que j'ai tracé le portrait assez négatif, voyons les aspects positifs. Je signale que de monter un dossier de type programme direct, c'est toujours une aventure passionnante, avec des contacts internationaux, avec des coups de stress, avec du bon stress. Une dimension européenne apportée à votre projet, avec la constitution de réseaux, avec une organisation qui peut être pérenne et servir à d'autres projets. C'est aussi, je le signale pour de jeunes collègues qui peut-être écoutent, et c'est extrêmement formateur et valorisant. C'est vraiment quelque chose pour lequel on a besoin d'énergie, de dynamisme. N'hésitez pas à vous impliquer dedans pour les collectivités. Je me souviens d'une collectivité qui avait demandé un soutien pour un prix européen, mais son dossier est arrivé au pied du podium. Il n'a pas été pris. Pour une première fois, ce n'était pas si mal. Je vais voir le responsable de ce projet, donc non pris, et je lui demande son sentiment, en me disant il va falloir que je lui tienne la main, que je lui explique que c'est normal la première fois, mais en fait, pas du tout. C'est lui qui m'a rassuré, il était ravi. Il avait constitué un réseau international, il avait eu des conseils pour améliorer son projet, et visiblement, il remet ça l'année prochaine. Bon. Première famille, les programmes directs. Seconde famille de fonds, les fameux FESI, Fonds européens structurels d'investissement. Ce sont des fonds, c'est également du budget européen, mais la gestion est confiée aux États membres, et en France, principalement aux régions, qui agissent comme autorités de gestion, et à certains services de l'État. Alors il y a, je vous rassure, un règlement européen général, il y en a partout, qui régit ces fonds. Son petit nom est le 2021-1060, il fait plus de 550 pages si le cœur vous en dit. Et il y a un règlement par fonds. On a un règlement général et un règlement pour le FEDER, pour le FSE, etc. Pourquoi faut-il une base commune?
Si ces fonds sont gérés en région, parce que des sujets comme la préservation de l'environnement, avec le réchauffement du climat, la délicate question de l'énergie, en fait, nécessitent une concertation pour avoir une réponse globale, efficace. L'objectif de ces fonds structurels est la cohésion économique, sociale et territoriale de l'Union européenne. Il s'agit d'atténuer les disparités de développement de chaque région. On voit que la question est complexe. Les fonds eux-mêmes financent des projets locaux qui répondent aux objectifs fixés par l'Union européenne et par les régions elles-mêmes dans un document intitulé « Programme opérationnel ». Et nous sommes actuellement dans une période 2021-2027 pour ces programmes opérationnels. C'est bien une approche territoriale qu'on ne retrouve pas dans les programmes directs qui ont, eux, une approche thématique. Alors on attend toujours à ce jour la version définitive des programmes opérationnels, mais on peut prendre la tâche, des prédemandes sont possibles, des autorités de gestion pour déposer certains projets. Les fonds structurels, qui représentent l'essentiel des financements des projets territoriaux, nous avons déjà, je dirais, le vaisseau amiral, le FEDER, Fonds européen de développement régional. C'est quelque chose qui a un certain poids, c'est le plus important en montant, 217 milliards d'euros sur toute la période pour l'Union européenne, mais c'est aussi celui qui couvre le plus de domaines, et c'est en ça qu'il est intéressant. Compétitivité économique pour les PME, transition écologique, tout ce qui contribue aux basses émissions de carbone, transport, tourisme, développement local, développement urbain durable. Les bénéficiaires peuvent être des organismes publics, des collectivités, des associations, des entreprises. Second fonds, le Fonds social européen, FSE++, parce qu'il regroupe certains programmes de la génération précédente. On le connaît, ce fonds va financer des actions de formation au bénéfice ou d'insertion au bénéfice de populations dites vulnérables, accès aux soins, économie sociale et solidaire. Il y a évidemment le FEADER, Fonds européen agricole pour le développement rural. Ce fonds fait partie de la politique agricole commune et on connaît surtout son instrument leader, son instrument principal leader qui a fait beaucoup parler. Ce fonds finance l'installation de jeunes agriculteurs, le paiement en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles, des mesures agro-environnementales et climatiques, le soutien à l'agriculture biologique, les investissements dans les secteurs agricoles, l'agroalimentaire et le forestier. Je finis par le FEAMPA, Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture. Ce fonds est un outil pour une pêche durable, la conservation des ressources biologiques de la mer, la sécurité alimentaire grâce à l'approvisionnement en produits de mer et pour la croissance d'une économie bleue durable. Comment ces fonds sont-ils répartis, puisqu'on parle de la politique de cohésion et il s'agit de rattraper les inégalités de développement parmi toutes ces régions dans l'Union européenne? Il y en a quand même 242 au total. En fait, toutes ces régions n'ont évidemment pas le même niveau de développement, donc il a fallu les classer. On les a classées en 3 catégories. C'est relativement simple, c'est-à-dire que c'est classé comme les régions les moins développées, en transition et les plus développées. Ce classement s'effectue par une comparaison de la richesse par habitant par rapport à la moyenne de l'Europe. Les régions les moins développées peuvent bénéficier d'une intensité d'aide intense. En transition, les régions en transition, ce sera une capacité d'aide moyenne. Et bien évidemment, les régions les plus développées vont, elles, bénéficier, si je puis dire, d'une aide plus modeste. Bonne nouvelle, la carte de France est relativement claire de ce point de vue-là. La plupart des régions sont en transition avec des aides de moyenne intensité. L'Île-de-France fait bien évidemment partie des plus développées. C'est encore une approche statistique qu'on pourrait contester parce qu'on voit très bien en Île-de-France des zones où des fonds font cruellement défaut et on en aurait bien besoin. C'est donc une classification en 3 zones sur la base du niveau de richesse par habitant comparé à la moyenne de l'Union européenne. Venons-en, on a vu quelques acronymes, quelques fonds, venons-en aux principes. Alors, en plus des acronymes, l'Europe adore les principes. Le premier de ces principes est l'additionnalité. Les fonds structurels ne se substituent pas aux dépenses structurelles publiques ou assimilables des États membres. Dans les régions soumises à ce principe, d'ailleurs, ils viennent en contrepartie sur 1 euro de subvention FEDER. Vous avez 50 centimes qui provient du budget européen et 50 centimes qui provient de la région.
mais il est fortement recommandé de diversifier les sources de financement. On en reparlera peut-être. On pourrait citer beaucoup d'autres principes, comme pour les programmes, il y en a 50, les principes, je pense qu'il y en a à peu près tout autant. Vous avez des principes de transparence, d'égalité de traitement, puisque les appels à projets sont publiés sur le site de la Commission, les noms des bénéficiaires sont connus. Tiens, je signale à ce propos, la Commission vient de mettre en ligne son site Cohesio, Cohesio avec un K, qui recense par région de tous les États membres, tous les bénéficiaires, les programmes, les fonds, les montants, etc. À mon sens, je vous laisse vous faire votre avis, le moteur de recherche est un petit peu perfectible sur ce genre de données, mais il a le mérite d'exister. Si vous avez un projet, regardez déjà ce qui se fait par ailleurs, si ça n'a pas déjà été financé. Alors concrètement, que faut-il faire et dans quel ordre? Tout d'abord, il faut s'assurer que le projet réponde bien à une stratégie de l'Union européenne, de la Commission, ou au programme opérationnel de la région. Ça peut paraître étrange, mais on part bien du projet pour aller rechercher les fonds et non l'inverse. Il faut ensuite s'assurer que le projet n'a pas encore démarré. C'est l'incitativité dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on peut commander des devis. Ça ne pose aucun problème. Par nature, le devis n'est pas engageant tant qu'il n'est pas signé. Mais il ne faut pas avoir commencé de façon irrémédiable le projet, sans quoi ça priverait le projet du bénéfice des fonds et en tout cas dans le temps, cette partie des dépenses qui aurait été faite jusqu'alors. En fait, en d'autres termes, il faut commencer la démarche vis-à-vis de l'autorité de gestion au plus tôt pour sécuriser l'éligibilité des dépenses. Il faut également être en mesure de faire une présentation claire du projet, ce qu'on appelle une concept note, de 3 ou 4 pages, pour effectuer une prédemande. C'est le moyen en fait de prendre rang lorsque l'octroi des fonds se fait au fil de l'eau. Que faut-il pouvoir présenter? L'identification du porteur de projet, la description du projet et de l'activité, y compris les dates de début, de fin, les bornes dans le temps, sa localisation, la localisation du projet n'est pas forcément la localisation du porteur de projet ou de l'activité, le budget, la ventilation des coûts par typologie, par phase, le type et une estimation du montant du financement public nécessaire. Alors très clairement, ça prend du temps, il faut prévoir des jours hommes. C'est là où je pousse mes jeunes collègues à faire des propositions de candidature. Il faut pouvoir gérer le projet, il faut des outils de suivi, d'évaluation, il faut des justificatifs pour chaque euro dépensé, c'est particulièrement important. Il faut produire des rapports intermédiaires pour déclencher les versements et le rapport final, bien évidemment. Et tout ça, les rapports, il y a également des retards à prévoir qui peuvent se produire. On doit justifier d'un éventuel retard dans l'avancement des travaux pour pouvoir déclencher les fonds. Tout ça se prévoit dès le plan de trésorerie. Il faut également naturellement veiller au respect de plusieurs politiques, égalité homme-femme, absence de discrimination, la commande publique lorsque ça s'impose, et un peu mon bébé quelque part, la question des aides d'État, qui est une question juridique qui empoisonne un petit peu tout le monde, parce qu'on a quand même 2 politiques européennes qui sont gentiment orthogonales. D'un côté, on pousse au financement public pour rattraper ces inégalités de dépenses. D'un autre, on va freiner la dépense publique par les aides d'État, donc la politique de concurrence, pour éviter les distorsions. Les deux sont bien évidemment nécessaires, mais on s'aperçoit que la politique de concurrence prévaut largement sur la politique de cohésion. On le regrette ou pas, c'est comme ça, et il faut pouvoir avoir des réponses sur ce point de la question des aides d'État. Au vu de ces contraintes, il n'est pas réaliste pour un élu de maîtriser absolument tout ça, c'est d'ailleurs pas son métier. Il faut s'entourer de spécialistes. Il faut que chacun soit dans son domaine d'expertise, je ne peux pas dire de confort, mais en tout cas d'expertise, et à chacun son travail. Pour ce qui me concerne, je suis le chasseur de primes. Je vais aider les collectivités à identifier les fonds et, le cas échéant, à constituer les dossiers. Alors il faut s'organiser, accorder toute son importance à ce volet du projet, qui est un projet dans le projet, se montrer disponible pour répondre aux questions posées par l'autorité de gestion, même après le dépôt du dossier. Alors on a vu que le sujet n'est pas simple, un esprit normalement fait reste perplexe devant toutes les questions qui peuvent être posées, mais pourquoi est-ce complexe finalement? Bien,
C'est complexe parce que les États doivent décliner des décisions européennes prises à 27. Le 28e n'était quand même pas le copain le plus facile non plus en négociation, il faut le savoir. Quand on fait des logiciels de paiement, parce qu'on parle des autorités de gestion, mais il y a l'autorité de paiement, les logiciels de paiement ont connu des impairs, je le dis pudiquement, mais il y a eu quasiment de grands dangers, des programmes français mis en danger à cause de ces logiciels de paiement. C'est complexe parce qu'on travaille sur des périodes longues de 7 ans. Pourquoi est-ce que ce qu'on appelle le cadre financier pluriannuel fait-il 7 ans? Parce qu'à 27, c'est plus simple de négocier un montant global qui fait 1824 milliards d'euros sur 7 ans que de revoir faire ce round de négociation chaque année. Alors qu'en un an, on a à peine le temps d'aller rechercher un État qui va bouder parce qu'il n'est pas content, parce qu'il n'a pas reçu assez, très clairement. Cette durée permet au passage quand même de porter des projets plus conséquents sur une vision pluriannuelle. Donc même cette durée très longue, finalement, a des avantages. Les plans pluriannuels sont par la force des choses eux-mêmes imprécis. Bien évidemment, lors des derniers, on n'avait prévu ni la crise économique, ni la crise financière, ni la crise immobilière, ni la crise sanitaire, encore moins ce qui nous arrive en ce moment en Ukraine. Et on s'est aperçu que des domaines qui étaient jusqu'ici pas prioritaires du tout, la santé, le tourisme, viennent pour la crise sanitaire, en tout cas, avec des mouvements, on va en reparler, des fonds mis en avant comme REACT-EU, redeviennent des priorités. C'est complexe aussi parce que souvent, les mandats des élus locaux correspondent à peu près aux échéances des cadres financiers pluriannuels, et lorsque de nouveaux élus arrivent, ils découvrent bien évidemment le sujet. Alors, on a vu qu'un projet pouvait se faire avec un tour de table, avec des subventions, des prêts, des investissements. Il est important de savoir les conjuguer à un instant donné, de choisir les coûts éligibles, parce qu'il faut optimiser ces fonds, mais bien aussi faire la différence entre le coût total d'un projet et le montant des coûts éligibles. C'est différent. C'est bien important de l'avoir à l'esprit pour ne pas avoir de frustration. Mais finalement, même en maîtrisant tous ces termes, les principes, les canaux, il est toujours préférable de se rapprocher de spécialistes. Et au passage, ça peut permettre aussi d'apprendre soi-même et de se lancer après en solo sur un dossier. Je signale que le service auquel j'appartiens, le service d'ingénierie territoriale, effectue pour les collectivités ce qu'on appelle des études d'opportunité, c'est-à-dire nous allons identifier les financements européens accessibles à un projet donné et parfois, sous certaines conditions, on va même monter le dossier pour la collectivité, lui montrer comment nous faisons. On fait ça en double commande et on monte le dossier et on assure la presse et du clé en main. Alors je vous ai dit tout à l'heure que le taux de succès d'un programme direct était de 5%. C'est vraiment très peu, mais on peut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Et je dirais que, comme pour la Française des Jeux, en matière de financement européen, 100% des gagnants ont tenté leur chance. Je vous remercie. Merci Thomas pour ce panorama précis qui, je l'espère, vous aura permis de mieux appréhender les financements européens. Je vais donc passer la parole à Christophe qui va vous donc parler de la déclinaison des financements européens dans les territoires. Donc je vous laisse la parole, Christophe. Bonjour à tous. Merci beaucoup à la Banque des Territoires et en particulier à Thomas de nous avoir sollicité. Je ne présente pas la FCCRE, je pense que j'ai vu la liste des participants hier, je pense que la plupart nous connaissent. Je rappelle simplement qu'un de nos rôles en ce moment est bien évidemment de représenter les collectivités territoriales dans les négociations européennes et nationales conduisant à la déclinaison de ce que vient de présenter Thomas, la déclinaison en France, et puis bien évidemment notre rôle est aussi d'accompagner les collectivités territoriales membres dans le montage de leurs projets et puis la conduite de leurs actions. Je vais alléger ma présentation, j'avais préparé une présentation PowerPoint, je vais beaucoup l'alléger pour qu'on puisse laisser un peu de place au débat. Donc je vais dire aux collègues si vous pouviez passer.
Slide suivante, slide suivante. Voilà, alors simplement, celle d'avant, s'il vous plaît. Voilà, je vais par rapport à ce qu'a présenté Thomas, moi je vais concentrer mon intervention sur deux points. D'abord sur la politique de cohésion, donc au travers des instruments financiers, Fonds européen de développement régional et Fonds social européen, FSE+. Voilà, je vais concentrer mon intervention là-dessus, et puis sur aussi des éléments, on va dire, d'actualité par rapport aux négociations, et peut-être quelques conseils pratiques. Alors, peut-être parce qu'il y a la valeur de l'exemple, et c'est toujours bien de voir un peu les projets qui sont d'ores et déjà financés dans le cadre de la programmation actuelle, en particulier du FEDER. Donc vous avez un diagramme là qui vous récapitule un petit peu, parce qu'on commence à avoir des éléments de bilan, bien sûr, sur la programmation 2014-2020, qui n'est pas finie, hein, je le dis, puisqu'on a jusqu'à la fin 2023 pour consommer les enveloppes. Ces enveloppes ont elles-mêmes été réabondées 2014-2020 par un dispositif que Thomas a évoqué, qu'on appelle REACT-EU, qui dépend du fameux plan de relance européen. Donc il y a une partie du plan de relance européen qui a abondé les dispositifs en cours parce qu'il y avait besoin d'injecter rapidement de l'argent, et il fallait donc trouver effectivement le cadre juridique pour les injecter, et ça a été les programmes 2014-2020. Donc vous avez dans le petit diagramme de gauche la part des projets collectivités dans l'ensemble des projets portés par les collectivités dans l'ensemble de la programmation du FEDER, et vous voyez que ça n'est que 25%. C'est quelque chose, nous, qui nous interpelle beaucoup à la FCCRE. Vous voyez, la part des projets de collectivités territoriales ne cesse de diminuer si on prend historiquement depuis l'histoire, depuis le début de la politique de cohésion. Peut-être que lors du débat, on aura l'occasion de s'interroger pourquoi cette part des collectivités baisse. Je parle sous le contrôle de Jean et de Lamotte qui est présent. Je crois que c'est aussi le même constat qu'on fait dans Interreg. Donc nous, ça nous interpelle à la FCCRE, bien évidemment, puisqu'on est chargé de représenter les collectivités territoriales. Vous voyez, les thématiques d'intervention sont beaucoup de surprises, et Thomas l'a rappelé, on a un fléchage qu'on va retrouver d'ailleurs sur 2021-2027, et sans doute même peut-être plus important. On a un fléchage sur les thématiques entre guillemets de la transition verte, donc protection de l'environnement, biodiversité, transition énergétique. Vous avez également pour les collectivités territoriales tout ce qui tourne autour de la numérisation de l'administration, au travers bien évidemment voilà, des TIC, les espaces publics numériques, les services et équipements des communes numériques. Vous avez également des éléments qui commencent à émerger et qu'on va sans doute voir d'une façon plus présente dans la future programmation. C'est tout ce qui tourne autour des infrastructures sociales, et en particulier de santé. Bien évidemment, c'est la crise sanitaire a porté la question de la santé sur le devant de la scène, et on voit, nous, dans les programmes opérationnels en cours de négociation, que cette question monte en puissance, bien évidemment. Et puis, vous avez les autres domaines d'activité qui, là aussi, vont sans doute monter en puissance dans la programmation 2021-2027. Je pense par exemple à la question du tourisme, qui a été un peu ignorée dans la programmation 2014-2020, et on s'est rendu compte bien évidemment qu'avec la crise sanitaire, c'était un secteur économique qui avait beaucoup souffert, et donc les régions ont déjà réorienté au travers de REACT-EU une partie de la programmation 2014-2020 vers ces dispositifs, et sur 2021-2027, beaucoup de programmes en font des axes importants d'intervention. Slide suivant, s'il vous plaît. Alors, je ne vais pas vous détailler toute cette frise historique, entre guillemets, mais c'est pour vous montrer un petit peu où on en est des négociations. Les premiers projets de règlement sur la programmation 2021-2027 sont sortis en 2018. C'est pour ça que la frise commence en 2018. Je passe toutes les étapes, mais bien évidemment, de négociation. La pandémie de coronavirus a fortement, bien évidemment, impacté à la fois le calendrier des négociations, mais aussi le contenu. Et Thomas l'a dit, on a eu des nouvelles priorités qui sont apparues, notamment tout ce qui tourne autour de la résilience des systèmes de santé. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, mais depuis mars 2022, donc depuis en gros 2 semaines, il y a une modification également des règlements 2014-2020 pour rendre éligibles les questions liées à l'accueil des réfugiés ukrainiens. Donc vous voyez qu'il y a une capacité malgré tout, en dépit de la complexité que Thomas a justement soulevé des systèmes européens, il y a quand même une certaine réactivité, en tout cas de la Commission européenne depuis quelques années pour s'adapter à de nouveaux enjeux. Alors un petit point d'actualité, il y a une étape que Thomas n'a pas évoquée, c'est ce qu'on appelle l'accord de partenariat entre la France et la Commission européenne
Pour mettre en œuvre les dispositifs 2021-2027, en particulier liés à la politique de cohésion, chaque État doit négocier avec la Commission européenne ce qu'on appelle un accord de partenariat. C'est un document qui détaille en gros les grandes lignes d'intervention des fonds européens pour chaque État. Pour ce qui concerne la France, c'est un exercice qui est piloté par l'ANCT et Régions de France, auxquels sont associés notamment les associations de collectivités, AMF, ADF, France Urbaine et la FCCRE, auxquelles nous on a contribué à cette instance, on a apporté la voix de nos membres dans ces négociations. Cet accord de partenariat est en cours de négociation, il a été déposé le 17 décembre 2021 et on attend, il y a bien évidemment beaucoup d'échanges entre les autorités françaises et la Commission. Et on attend le retour de la Commission européenne officielle, donc l'approbation de l'accord de partenariat pour la mi-mai 2022. C'est le chiffre c'est la date qui nous a été transmise la semaine dernière. Donc ça veut dire que un point important, c'est que les programmes opérationnels, donc en cours de négociation, en gros depuis 2018, il faut savoir que les régions travaillent sur les programmes opérationnels 2021-2027 depuis la publication des règlements. Donc il y a un très gros travail de concertation qui a été mené dans les territoires. Et donc là, on est sur, en gros, les derniers ajustements des programmes. Et le problème, c'est que l'accord de partenariat conditionne l'approbation des programmes opérationnels. C'est-à-dire que les programmes opérationnels, qui ont pour certains déjà été déposés ou encore de dépôt, en tout cas, ils sont en négociation d'une façon informelle avec la Commission européenne depuis maintenant plusieurs mois, les programmes opérationnels ne peuvent pas être adoptés tant que l'accord de partenariat n'est pas validé. Donc on est aujourd'hui sur un calendrier qui glisse et on attend, pour être tout à fait honnête, un démarrage de la programmation à partir du deuxième semestre 2022. Donc on a 1 an et demi de retard par rapport au calendrier initial. Ça n'est pas nouveau, à chaque programmation on a un peu de retard, mais là ça commence effectivement, il y a un contexte particulier bien évidemment qui l'explique, mais donc il faut s'attendre sans doute deuxième semestre dans le meilleur des cas pour le démarrage de la programmation, mais avec une rétroactivité de la dépense, de l'éligibilité des dépenses au 1er janvier 2021, parce qu'on est bien dans un cadre financier pluriannuel 2021-2027. Alors je fais une petite précision, un petit complément par rapport à ce qu'a dit Thomas. En fait, on peut malgré tout financer, et il le faudra sans doute d'ailleurs, financer des projets déjà commencés, puisqu'on a une rétroactivité de l'éligibilité des dépenses au 1er janvier 2021. La seule condition, c'est qu'il ne faut pas que les projets soient finis. Mais on a des règles de dégagement d'office et des crédits qui font qu'on a beaucoup d'argent à consommer dans un laps de temps assez rapproché. Et donc, il va falloir sans doute déjà prendre des projets qui sont, comme disent nos amis britanniques, in the tube. Slide suivant, s'il vous plaît. Alors concrètement, quels sont aujourd'hui les financements à disposition des territoires? Alors il y a deux éléments. Il y a la politique de cohésion. Je voulais dire un mot aussi sur le plan de relance Next Generation EU, dont je pense qu'un certain nombre d'entre vous ont entendu parler. Il faut savoir qu'en fait, on a négocié deux choses. On a négocié un cadre financier pluriannuel classique, comme tous les 7 ans pour 2021-2027, et c'est sur cette base-là qu'est injecté et qu'on trouve les financements de la politique de cohésion classique, un Fonds européen de développement régional, Fonds social européen, et puis un nouveau dispositif, mais qui concerne qu'un nombre très limité de territoires en France au travers de ce qu'on appelle le Fonds pour la transition juste. Ce sont, je pourrais vous passer la carte, mais ce sont des territoires pour la plupart infra-régionales, voire infra-départementales, qui sont très affectés par la reconversion des industries hautement émetteurs de polluants, donc que ce soit la sidérurgie, pétrochimie, etc., quoi. Donc on a cette enveloppe de fonds structurels qui relèvent de la politique de cohésion, je dirais comme tous les 7 ans. Donc on est sur des enveloppes qui sont aujourd'hui bien maîtrisées. Ce sont entre guillemets des dispositifs classiques mis en œuvre par les conseils régionaux et pour ce qui concerne le programme national du Fonds social européen sur le volet emploi-inclusion par l'État. Donc là c'est assez bien maîtrisé. Comme je le disais, il y a simplement eu un abondement effectivement des programmes 2014-2020 par REACT-EU, donc une partie du plan de relance qui est venue abonder les dispositifs. Et voilà. Et donc vous voyez qu'on a une enveloppe qui est relativement intéressante, plus de 20 milliards d'euros si on prend tous les dispositifs confondus, et avec quand même à peu près la moitié à consommer en fin 2023. Et ça me permet de faire la transition avec le plan de relance, parce qu'à côté de la politique de cohésion, on a négocié le plan de relance européen. Et vous avez suivi l'actualité, on a autorisé la Commission européenne à emprunter sur les marchés internationaux 750 milliards d'euros, redistribués sous forme de prêts et de subventions. Pour la France, on a choisi plutôt le mode subvention. Et donc, on a 40 milliards d'euros qui vient abonder
ce plan de relance européen, le dispositif français France Relance dont vous avez entendu parler. La difficulté, et je voudrais un petit peu insister là-dessus parce que c'est quelque chose qui dans les territoires aujourd'hui pose problème, c'est que ce plan de relance français, enfin le France Relance, il est donc cofinancé, pour faire simple, par l'Union européenne à une hauteur de 40, en gros, France Relance c'est 100 milliards d'euros, dessus sur France Relance il y a 20 milliards d'exonération fiscale, donc en argent cash entre guillemets il y a 80 milliards, donc 40 milliards de fonds européens, donc ça veut dire que la moitié du plan de relance français, France Relance, est remboursé, enfin est demandé en remboursement à l'Union européenne. C'est un dispositif un peu particulier, un mode opératoire qui est assez nouveau, mais je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça veut dire que concrètement, vous devez absolument savoir quand vous avez un financement de France Relance si effectivement votre projet va faire l'objet d'une demande de subvention, de remboursement à l'Union européenne, parce qu'il y a une règle très stricte, c'est que vous n'avez jamais deux sources de financement européens sur les mêmes dispositifs, sur le même projet. Et donc ça me permet de passer à la slide suivante. Voilà. Et donc, on se rend compte, une des difficultés, c'est qu'on se rend compte que les futurs programmes 2021-2027, et c'est le cas aussi de REACT-EU actuellement en cours, et le plan de relance français, au travers notamment des appels à projets de France Relance, qu'on retrouve aussi. Alors, il y a un outil qui est censé un petit peu articuler tout ça, c'est les contrats de relance et de transition écologique, qui couvrent aujourd'hui la totalité des territoires français, mais en tout cas, il y a des risques de chevauchement entre les dispositifs, notamment sur des thématiques que nous, on a identifiées comme étant majeures pour les territoires. C'est tout ce qui tourne autour de la transition énergétique et écologique, la rénovation énergétique des bâtiments, le numérique, donc l'équipement en gros en numérique des administrations, notamment en public local, les questions aussi d'infrastructures sociales, etc. Donc là, il faut absolument savoir effectivement qui finance quoi. Donc il y a un travail qui est en cours d'articulation entre les dispositifs, parce que vous voyez, il y a beaucoup d'argent européen. Le plan de relance, il doit être consommé avant fin 2024, enfin avant 2024. La politique de cohésion, la moitié doit être consommée avant fin 2023 avec le règle de dégagement d'office. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup d'argent européen sur des thématiques très convergentes. Et donc il faut être très vigilant sur ce point. Peut-être dernier slide pour finir. Dernier slide. Ah, on a perdu les slides. Écoutez, c'est pas grave. Je vais m'arrêter là, peut-être. On les a perdus définitivement. Oui, voilà, je voulais en passer un autre, mais peut-être en complément. Voilà, c'est celui-là que je voulais passer. Et puis le dernier, on ne le passera pas, ça fera partie du débat. Donc, s'agissant de la politique de cohésion, donc les fonds structurels, voilà vers quoi les choix qui ont été faits, entre guillemets, au niveau européen et puis dans le cadre de l'accord de partenariat. Et donc, chaque programme régional doit se caler sur ces dispositifs. Vous avez ce qu'on appelle des objectifs spécifiques. Maintenant, c'est plus stratégique, excusez-moi, c'est spécifique. Vous avez l'objectif spécifique 1 qui s'appelle une Europe plus intelligente. Bon, c'est traduit de l'anglais, donc c'est toujours des termes un peu spéciaux. Donc, on a là tout ce qui tourne autour de l'innovation, la compétitivité, la transformation économique, l'entrepreneuriat, avec, pour ce qui concerne les collectivités territoriales, des éléments liés notamment à la e-administration. Donc ça, c'est intéressant. Vous avez l'OS2 qui, pour nous, est l'OS majeur pour le monde pour les territoires. C'est tout ce qui tourne autour de la transition énergétique, la transition verte. C'est la mise en œuvre du dispositif du pacte vert, bien évidemment, au niveau européen. Et c'est là-dessus où on a le plus de concentration thématique. Vous avez ensuite un objectif qui s'appelle une Europe plus connectée, mais qui est réservé aux territoires d'outre-mer. Vous avez l'OS4, une Europe plus sociale, qui est principalement abondé par le Fonds social européen. Il y a un petit peu de FEDER, certaines régions, notamment sur les infrastructures de santé, vont mettre en œuvre du FEDER là-dessus, mais c'est essentiellement le programme national FSE. Et puis, bien évidemment, la part de FSE gérée par les régions pour leur dispositif d'accompagnement en matière de formation professionnelle qui est visée. Et puis, vous avez un OS5 qui est un peu particulier.
ça s'appelle, le vrai titre, c'est une Europe plus proche des citoyens, mais moi je préfère parler de développement territorial, voilà, qui est une façon de territorialiser le programme sur des zones identifiées, notamment les zones urbaines, les zones rurales et puis les zones côtières. Petite précision, seuls l'OS1 et l'OS2 sont obligatoires dans les programmes opérationnels, les autres sont optionnels. Donc ça veut dire que moi je connais par exemple un programme dans une région qui a concentré son programme simplement sur l'OS1 et l'OS2. On ne retrouve pas les autres dispositifs, en tout cas s'agissant du FEDER. Mais ça ne veut pas dire que, bien évidemment, ils se désintéressent d'autres, des autres problématiques, mais ça veut dire qu'ils vont utiliser d'autres outils. Voilà. Et puis il y a des programmes qui mettent en œuvre l'ensemble des dispositifs. Vous avez par exemple en région Nouvelle-Aquitaine, c'est l'OS5, c'est un quart de leur enveloppe qui est consacrée à cette thématique. Voilà, je vais m'arrêter là et puis peut-être pour laisser la place aux questions qui nous permettra peut-être de rentrer un peu plus dans le détail. Merci Christophe pour cette illustration précise. Donc nous arrivons effectivement au débat. Donc du coup... Pardon ? Ah, Christophe, vous pouvez éteindre votre micro, s'il vous plaît ? Merci. Donc j'appelle Jean et Raphaël pour connaître des questions et des témoignages. Merci Pascal. Bonjour à toutes et à tous. La mission opérationnelle transfrontalière est heureuse d'accompagner la Banque des Territoires dans ces deux séquences, celle de ce vendredi et celle de vendredi prochain, pour ces deux matinales. Donc je suis Jean Perroni, directeur général de la MOT, et mon collègue... Raphaël Viaggi, chargé de mission. Voilà. Merci Raphaël. Donc nous avons un bon quart d'heure pour débattre. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Il y en a déjà, donc on va pouvoir amorcer la discussion, mais n'hésitez pas, il y a encore de la place pour poser vos questions. Donc je vais peut-être tout de suite relayer une première question qui nous vient d'Yvetot en Normandie et qui porte sur la possibilité de financer par des fonds européens la revitalisation des centres-bourgs. Donc, c'est une question très précise. Donc, j'imagine que nos deux orateurs précédents ont des réponses techniques ou plus politiques sur ce sujet. Et donc, sans tarder, je crois que Thomas est inspiré par la question et peut-être après Christophe complétera. Bien volontiers, merci Jean. La revitalisation des centres-bourgs est un programme PVD+, qui est dirigé par mon collègue et ami Franck Chéniaud. Et nous avons eu une discussion pas plus tard qu'hier sur le recensement de tous les outils de financement européens qui peuvent servir à ce type de programme. Donc la réponse est oui, il existe des financements, reste à savoir lesquels et sur quels thèmes. On réfléchit à éditer d'ailleurs un petit guide. Pour ma part d'ailleurs, je réfléchis à éditer un guide qui comprend absolument tous les financements à partir des compétences et des besoins des collectivités. Donc pour cette réponse qui va en Normandie, la réponse est oui, il existe des financements européens sur la revitalisation des centres-bourgs. Est-ce que Christophe veut compléter ? Peut-être juste dire un mot, je confirme ce que dit Thomas. Alors c'est vrai que là on est sur la revitalisation, c'est très large. Il faut savoir qu'il y a malgré tout, il y aura au-delà de la réponse de principe qu'on peut vous faire qui est oui, il y aura sans doute, il faudra analyser en gros opération par opération. Il est clair par exemple que les opérations de voirie dans un centre-bourg ne seront pas éligibles. À mon sens, au fonds européen, tout simplement parce que la voirie, il faut aussi faciliter l'usage de la voiture qui ne correspond pas, entre guillemets, à une des priorités d'intervention des fonds européens. Donc il faudra voir effectivement opération par opération au sein de ce projet, mais la réponse de principe est bien évidemment oui. Merci Christophe. Deux questions en fait portent sur Leader, donc là aussi je vous les répercute directement. La première porte sur la lourdeur de la justification des dépenses dans Leader, et donc c'est un peu une question en forme de reproche si je puis dire. Ça apparemment a l'air très lourd. Et une deuxième question est également très technique.
c'est la suivante. À quelle échéance les régions connaîtront les enveloppes attribuées pour le programme européen LEADER ? Donc, voilà. Donc effectivement, je pense que là aussi, on va demander à nos deux orateurs d'y répondre et éventuellement d'ailleurs de les relayer vers d'autres sources, hein, parce que vous êtes d'excellents généralistes, mais là, on a des questions quand même relativement techniques. Alors, Thomas, à toi. Merci. Sur la première intervention, je comprends que ce n'est pas tout à fait une question, mais plutôt une observation, qui est d'ailleurs très fine. La lourdeur des justificatifs demandés sur les dépenses est un trait commun à tous les fonds européens. C'est un pinceau, c'est quelque chose au travers duquel il faut aller. On peut le regretter ou ne pas le regretter, parce qu'à chaque fois qu'il y a une mesure de décentralisation de la gestion de fonds, il y a un ensemble de verrous qui l'accompagnent. Donc le porteur de projet, certes, est confronté à une certaine technocratie, une certaine lourdeur. Ce n'est pas forcément compatible avec, surtout dans le domaine agricole, avec le porteur de projet, le bénéficiaire, l'exploitant. On a connu des traumatismes de type action collective il y a quelques années en France, justement sur ce type de questions. Oui, c'est lourd, il faut faire avec. D'où la nécessité d'avoir les bons conseils, les spécialistes qui vous disent au début du projet, pensez à bien demander tous ces justificatifs, à les conserver, à pouvoir les produire plusieurs années, y compris après la fin du projet. Oui, c'est lourd, mais il faut faire avec, ce sera ma réponse. Merci Thomas. Christophe, oui, bien sûr, à toi. Oui, simplement pour dire qu'aujourd'hui, il y a une volonté des autorités de gestion, en particulier des conseils régionaux, de s'emparer pleinement des nouveaux dispositifs de simplification, notamment dans la justification des dépenses, au travers par exemple de coûts forfaitaires, etc., qui apporteront sans doute une vraie simplification. Donc il y a une volonté de s'emparer aujourd'hui de ces nouvelles possibilités. Sur LEADER, il faut savoir que LEADER, mais je pense que le collègue le sait parfaitement, LEADER fait l'objet d'une négociation séparée, puisque ça ne relève pas du corpus juridique de la politique de cohésion, donc des autres fonds, mais ça relève de la PAC. Et or, la PAC a pris, pour des raisons que chacun peut imaginer, un certain nombre de retards dans les négociations. Donc le prochain programme LEADER ne commencera qu'en 2023. Donc il y a un décalage. On est aujourd'hui jusqu'en fin 2023 dans une période transitoire. Donc les régions attendent toujours effectivement leurs enveloppes, mais comme on attend les enveloppes globales de la PAC d'une façon générale. Donc malgré tout, il faut s'attendre à un certain nombre d'évolutions sur le programme LEADER et sur le FEADER d'une façon générale, parce que son mode opératoire et notamment la répartition entre ce que faisait la région et ce que faisait l'État a évolué, et puis le champ d'intervention de LEADER a évolué. Je vous invite, Thomas et Jean, à peut-être consacrer d'ailleurs une matinée du Hub au programme de développement rural, et en particulier le LEADER et FEADER, parce que c'est vrai que c'est un dispositif qui est important pour les territoires ruraux, qui a beaucoup de résonance et qui fait l'objet quand même malgré tout de modifications assez sensibles sur la future programmation, quoi. Merci Christophe. Alors je relais à nouveau deux questions, et je vais peut-être un petit peu d'ailleurs élargir ces questions moi-même. Il y a une question très générique, hein, comment faire pour aller plus loin dans la démarche, et une autre, vers quel interlocuteur se tourner, vers quels interlocuteurs se tourner. Alors j'élargis la question de la façon suivante. Thomas et Christophe vous ont parfaitement résumé à la fois l'esprit et les aspects techniques du cadre des financements européens. Peut-être, j'éprouve le besoin peut-être non pas de compléter, mais enfin de préciser leurs propos sur le fait que, mais quelque part, peut-être certains d'entre vous, ou la plupart le savent, mais vous avez des interlocuteurs importants qui sont bien entendu les régions s'agissant des autorités de gestion des programmes FEDER. Vous avez aussi les services de l'État pour d'autres programmes. Vous avez bien sûr au niveau national, Région de France et l'Agence nationale de cohésion des territoires. Et je pense que c'est peut-être intéressant aussi qu'on rappelle ça. Tu as évoqué effectivement le programme, je ne sais plus si c'est Petite Ville de demain, oui c'est ça. Et donc vous avez des programmes nationaux qui s'appellent Petite Ville de demain, qui s'appellent Action Cœur de Ville. Il y en a d'autres. D'ailleurs souvent la Banque des territoires est également en appui de ces programmes avec l'ANCT.
l'ANCT. Et donc, et puis il y a bien sûr aussi, Thomas l'a mentionné, les contrats de relance et de transition écologique. Donc, du coup, voilà, je reformule la question vis-à-vis de Thomas et de Christophe. Peut-être serait-il intéressant que vous décriviez pour un porteur de projet ou un acteur local, finalement, comment il peut utiliser ce jeu d'acteurs, quand est-ce qu'il doit s'adresser, par exemple, à la région, ou quand est-ce qu'il doit s'adresser au réseau Banque des Territoires, ou encore à d'autres personnes. Voilà une question pour les deux à nouveau. Merci, c'est une question qui me fait éminemment plaisir parce que ça montre que l'objectif de ce matin était atteint. Si un porteur de projet, une collectivité se dit comment dois-je faire pour aller plus loin, c'est que mon message est passé. Donc à la limite, je pourrais partir dès maintenant et me prendre un café. Pour aller plus loin dans la démarche, il faut déjà s'organiser en interne, pouvoir présenter le projet sur cette concept note de 3-4 pages, phaser le projet, identifier les coûts, prévoir des moyens. Voilà, en interne, la première démarche. Seconde démarche, je vais parler un petit peu pour ma boutique, se rapprocher des directions régionales de la Banque des Territoires, de la Caisse des dépôts, et le cas échéant, sont eux qui sont décisionnaires, mes collègues de direction régionale vont me saisir et je vais pouvoir accompagner les projets, comme je l'ai dit, en faisant tout d'abord une étude d'opportunité, c'est-à-dire lister l'ensemble des fonds auxquels le projet est éligible, voire après constituer le dossier. Je ne veux pas faire d'appel d'air trop important ce matin, parce que je sens que mon téléphone va rougir, mais c'est notre mission d'intérêt général, et la Caisse des dépôts, maintenant Banque des Territoires, a pour mission d'accompagner les collectivités sur ce type de démarche, parce qu'on l'a dit, c'est complexe. Donc, première démarche, s'organiser en interne, pouvoir présenter, comme à n'importe quel bailleur de fonds du reste, son projet en 3-4 pages, faire ses phases, phaser le projet, ne pas faire de dépenses qui les ressortiraient de l'éligibilité pour ce sacré principe d'incitativité. Donc, pitié, ne commencez pas, ça va vexer la Commission et tout le système européen. Et s'organiser en interne en dédiant une personne sur le projet qui pourra répondre aux questions. À partir de là, vous êtes ce qu'on appelle Bruxelles-proof, à l'épreuve de toutes les questions de Bruxelles ou de l'autorité de gestion qu'est le Conseil régional. Ensuite, comme l'a dit effectivement Jean, vous pouvez prendre la tâche directement des services instructeurs de l'autorité de gestion ou vous rapprocher. Il y a des cabinets qui ont pour activité principale de monter ce type de dossier. Ouais. Christophe ? Oui, bon, effectivement, ça renvoie à la question de l'ingénierie globale, mais pour être tout à fait honnête, elle ne se pose pas que sur les fonds européens. L'ingénierie de projet dans les territoires, elle se pose maintenant sur l'ensemble des dispositifs, avec une particularité effectivement des fonds européens, c'est qu'on n'a pas droit à l'erreur et qu'on est très contrôlé, notamment sur deux aspects que Thomas a justement soulevé, c'est la question de la commande publique et la question des aides publiques aux entreprises, donc ce qu'on appelle les aides d'État. Donc quand vous avez un financement européen, vous n'êtes pas... je dirais que vous n'êtes pas soumis à un droit particulier. La seule particularité, c'est que vous êtes obligatoirement contrôlé avec un contrôle qui va bien au-delà du simple contrôle de légalité. Donc il est clair que moi je dirais que, en tout cas s'agissant des fonds de la politique de cohésion, en particulier du FEDER, la première chose à faire, c'est de contacter la région. De contacter la région, les services de la région, parce que, bon, je vais être très franc aussi, on est en début de programmation. Il y a de l'argent disponible dans les territoires et donc il faut les consommer avec un laps de temps qui est assez court. Donc très honnêtement, la volonté aujourd'hui des autorités de gestion, c'est de pouvoir prendre tous les projets qui sont éligibles. Encore faut-il que le projet soit éligible et donc effectivement qu'il soit présenté d'une façon qui puisse permettre de faire résonance par rapport à des priorités européennes qui sont par exemple la transition énergétique, l'inclusion sociale, etc. Donc c'est aussi une façon de présenter les projets. Là, moi je dirais aussi que il y a une responsabilité de l'autorité de gestion des régions pour accompagner et animer aussi le programme sur le territoire. Autant, si vous voulez, la gestion des régions, elle est reconnue par la Commission européenne comme étant quasi parfaite, hein. Il n'y a aucun problème sur la gestion
la gestion des programmes par les régions, il n'y a aucun problème juridique, il y a des taux d'erreur qui sont minimes, qui sont beaucoup plus bas que d'ailleurs dans d'autres pays européens. Donc les conseils régionaux ont fait vraiment le job, et d'ailleurs les services de l'État sur le programme national FSE, il n'y a aucun problème. La petite marge de progression, et elles en ont conscience, parce que c'est sur l'animation et l'information des porteurs de projets, parce que c'est là où beaucoup de choses se jouent, sur la primo-information. Voilà, qu'est-ce qui est éligible, qu'est-ce qu'on peut prendre, etc. Après, le montage du dossier, c'est un boulot particulier, c'est un boulot voilà, d'agent de développement local. Donc, il faut peut-être effectivement que les territoires s'outillent autour de ça. Je dirais aussi, il y a par exemple les intercommunalités. Moi, je connais beaucoup de communautés d'agglo, je ne parle même pas des métropoles, qui ont des services notamment pour aider les communes membres à monter les dossiers. Les départements aussi, qui ont un lien particulier avec les communes, notamment via leurs compétences d'accompagnement des communes qui peuvent aussi intervenir. Donc après, il y a un écosystème voilà, propre à chaque région, propre à chaque territoire sur le montage de dossiers. Les associations départementales de maires aussi peuvent intervenir. Mais je dirais quand même une petite chose, c'est que, attention, parce que on peut externaliser le montage de dossiers, ça, c'est clair, c'est tout à fait éligible. D'ailleurs, c'est des coûts éligibles, mais si on a des difficultés à monter un dossier, je pense qu'on aura des difficultés à le gérer. Parce qu'il ne suffit pas de déposer le dossier. Un dossier a toute une vie, il y a tout un tas de reporting à faire, etc. Donc, ça veut dire que l'accompagnement, il ne peut pas être que sur le montage du dossier, il doit être aussi sur la conduite du projet. Et donc, là, ça renvoie quand même à d'autres coûts, d'autres problématiques, quoi. Merci Christophe. On s'achemine vers la fin. Avant de rendre le micro à Pascal, je fais un petit commentaire de ma part. J'espère que vous êtes content des réponses à ces questions très techniques qui sont importantes à traiter. Moi, de mon côté, je voudrais rappeler que le sens aussi quand même de ces financements européens et de cette intervention européenne, c'est de mettre en perspective. On a l'actualité le montre et Thomas l'avait dit tout à l'heure, il y a eu évidemment toute cette série de crises qu'on vit depuis 5 ans ou 10 ans, y compris la crise ukrainienne. Donc on voit bien que la pertinence des réponses, elle se situe dans la coopération avec les pays voisins et avec l'Europe. Et donc le sens de tous ces programmes, c'est bien sûr de trouver des financements, mais c'est aussi d'entrer dans un réseau, d'entrer dans un dialogue avec justement les différents niveaux pour les acteurs locaux, de dialoguer avec les départements, les régions, l'État, les États. On vous parlera la semaine prochaine de coopération, donc de projets qui mettent en contact vos collectivités avec d'autres ailleurs en Europe. Et puis l'Europe elle-même, parce que l'Europe, c'est pas seulement une bureaucratie qui demande des contrôles et des précisions techniques, c'est aussi une dynamique collective avec beaucoup d'idées et beaucoup d'innovations aussi dans ce pilotage, notamment par la Commission européenne. Donc terminons par une note positive. Je ne sais pas si, Pascal, avant de te donner le micro, Thomas ou Christophe veulent encore dire un mot. Bien volontiers, merci, ce sera très rapide. Le message essentiel à passer, ne renoncez pas, cet argent a été fait pour vous, il faut aller le chercher, organisez-vous et ne lâchez jamais l'affaire. Christophe ? Non, moi simplement dire qu'il faut, on a notamment au sein des autorités de gestion, des conseils régionaux, des équipes qui sont aujourd'hui, qui ont l'expérience. Ça fait pour certaines deux phases de programmation qu'elles gèrent les dispositifs, qui sont à l'écoute des territoires. Après, les régions ont des orientations politiques qui sont décidées par leurs exécutifs, qui sont ce qu'elles sont. Mais en ce qui concerne les services, je crois qu'il y a vraiment des interlocuteurs de qualité. Et moi, j'invite vraiment, si on doit harceler quelqu'un, c'est bien, sympathiquement bien évidemment, c'est bien les services de la région aujourd'hui, quoi. Merci Christophe. Donc on poursuivra vendredi prochain sur la coopération territoriale, c'est-à-dire toutes les échelles, transfrontalières pour les territoires proches des frontières, mais aussi transnationales ou interrégionales, et vous êtes tous concernés. Et je cède le micro à Pascal pour conclure. Merci Jean. Merci à vous toutes et à vous tous. Merci aux intervenants. Merci à la Motte d'avoir participé à cette séquence et d'avoir permis des échanges aussi riches. Donc, comme vous l'avez rappelé, Jean, on se retrouve la semaine prochaine, vendredi 8 avril, même endroit, même heure, pour cette fois débattre sur la coopération transfrontalière. Merci, au revoir.